Des terrains de foot climatisés en été, chauffés en hiver, tondus et arrosés régulièrement et bourrés de pesticides, c'est le triste bilan écologique des pelouses des stades professionnels. Et c'est pas la Coupe du Monde au Qatar qui va améliorer la donne, avec les stades construits en plein désert et climatisés. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aussi aux presque 3900 autres terrains de foot en Suisse, ceux qu'on trouve presque dans chaque commune. Quel est leur impact sur l'environnement? Faut-il privilégier les surfaces synthétiques ou naturelles? Vous verrez qu'il n'est pas si facile de répondre à cette question. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le mondial de foot au Qatar ne fait pas l'unanimité. L'une des raisons, c'est le mauvais bilan écologique de ces stades. D'abord parce que 7 sur 8 sont climatisés. De l'air frais est relâché par ces grilles, dirigées en direction des joueurs et des spectateurs. Le Qatar assure que ces systèmes ne seront pas forcément utilisés lors des matchs, parce qu'à cette saison, les températures sont plutôt clémentes, et qu'ils sont alimentés en énergie renouvelable grâce à cet énorme parc solaire construit pour l'occasion. Mais climatiser des stades à l'air libre, ça reste quand même une belle perte d'énergie. Et c'est pas nouveau, ça existe déjà, notamment aux États-Unis. Les stades professionnels qu'on trouve chez nous ont aussi un gros impact sur l'environnement. Un des problèmes principaux, c'est leur pelouse, censée en tout temps frôler la perfection. Pour y parvenir, on va jusqu'à installer des systèmes de chauffage sous le gazon. En Suisse, 9 terrains disposent de tels équipements. 6 sont des stades avec des pelouses naturelles, 3 avec des pelouses synthétiques. Tous ces terrains sont donc équipés de tuyaux, enfouis dans le sol, environ 40 km au total où passe de l'eau chaude. L'empreinte carbone de ces systèmes dépend bien sûr de la source de l'énergie utilisée. Reprenons la carte des grands stades suisses. Dans la majorité des cas, ces installations sont reliées à des chauffages à distance qui tournent grâce à des énergies renouvelables. C'est le cas dans 5 de ces stades. À Genève, autre solution écologique, des pompes à chaleur qui tournent grâce à des panneaux solaires installés sur le stade. À Lucerne et Zurich, énergie renouvelable aussi, mais cette fois grâce à des chauffages à pellets. Le bilan est un peu moins bon du côté de Sion, qui chauffe pour l'instant au biogaz. Mais il sera relié courant 2023 lui aussi à un réseau de chauffage à distance. Chauffage au biogaz à Schaffhouse aussi, mais qui n'a encore jamais été utilisé depuis l'inauguration du stade en 2017, pour des raisons de coût. Si on veut juste éviter le gel, on chauffe alors à plus de degrés, et ça revient environ à 1000 francs par jour. De telles installations sont obligatoires en Suisse seulement pour les clubs de première division, parce qu'un sol gelé est considéré comme trop dangereux pour les joueurs, notamment en cas de chute. Mais certains stades poussent le chauffage jusqu'à 12 degrés pour un coût journalier d'environ 3000 francs. À cette température, on peut faire pousser le gazon en plein hiver si on intègre en plus un système de luminothérapie. Pour en savoir plus, je vais rencontrer un des plus grands spécialistes des surfaces engazonnées. Il enseigne à la Haute École du Paysage à Genève et il est aussi responsable qualité des terrains pour l'Association suisse de football. Dans le monde des terrains de football, on distingue les terrains de football de nos villages, de nos villes, tels qu'on les connaît partout, et les terrains de football professionnels, qui vont être utilisés par les plus grandes équipes d'Europe. C'est un petit peu comme les voitures. On a les Formule 1, qui sont une élite, qui concerne un nombre extrêmement restreint de voitures, et puis on a la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, les terrains de football de nos villages, de nos villes sont faits avec de la terre, sur de la terre d'un champ, qu'on va mélanger avec du sable pour rendre un peu plus perméable et drainant le sol. Et puis les terrains de football professionnels, il n'y a plus 1 gramme de terre depuis 40 ans, c'est que du sable. Et puis on apporte de la technologie pour aider le gazon à croître. Parce qu'on utilise les terrains de football à une époque où les gazons ne poussent pas, notamment l'hiver. Alors on doit l'aider, comme on le ferait avec une serre. Alors on va chauffer le terrain, on va l'éclairer avec des rampes lumineuses artificielles, comme on le ferait dans une serre, pour faire pousser ce gazon. Le mondial au Qatar ne donne pas vraiment l'impression d'un football qui s'intéresse aux enjeux climatiques. Et pourtant, de nombreux clubs ont déjà entrepris des démarches dans ce sens. Un des meilleurs exemples en Europe, c'est le club anglais Forest Green Rovers. Avec sa pelouse durable, cultivée sans engrais ni pesticides, certifiée bio et vegan, arrosée grâce à l'eau de pluie et tondue à l'aide d'un robot fonctionnant à l'énergie solaire. Il y a une prise de conscience absolument à tous les niveaux, je le vois aussi bien au niveau de l'Association suisse de football que des communes, de rendre plus écologique l'entretien d'un terrain de football. C'est pas écologique un terrain de football, c'est clair, c'est une monoculture pratiquement de graminées. Maintenant, il faut bien imaginer que notamment pour les ligues professionnelles, la télévision paye beaucoup d'argent. Alors en Suisse, c'est assez faible par rapport à ce qui se paye en Angleterre, juste pour chiffrer, c'est 2 milliards par année en Angleterre, 1 milliard en Allemagne, en Espagne, à peu près les droits télévision. Et là, il y a des exigences très importantes de qualité de gazon. C'est pour ça que là, disons en gros, tous les moyens sont bons pour avoir un beau gazon, même parfois au détriment de l'écologie. En Suisse romande, c'est le Stade de Genève qui est le plus équipé pour entretenir sa pelouse. En plus de son chauffage, le gazon bénéficie aussi d'une ventilation-climatisation pour les journées trop chaudes et d'un système de luminothérapie pour faire pousser l'herbe en hiver.
J'ai voulu aller filmer dans ce stade, mais son club, Servette, m'a refusé l'accès parce que, selon eux, les médias avaient déjà bien assez parlé de l'état de leur pelouse. Faut dire que le gazon genevois, malgré toute la technologie déployée, a connu bien des déboires. Même sa pelouse hybride high-tech, semi-naturelle et semi-synthétique, n'a pas tenu le coup après qu'un champignon l'a colonisé. J'ai donc décidé de visiter un autre stade, inauguré il y a tout juste 2 ans, la Tuilière à Lausanne. Dans cette ville à majorité de gauche, le stade a été pensé pour faire cohabiter nature et football. On va aller voir ce qu'il en est. C'est un stade qui a été inauguré au mois de novembre 2020. Lors de l'élaboration de tout le projet, on a eu beaucoup d'éléments, je dirais, écologiques sur lesquels on a travaillé. On a eu l'éclairage LED qu'on voit ici. Il n'y avait pas ce type d'éclairage en Suisse. Dans cette tribune C, on a posé une 50aine de nichoirs à martinets au-dessus de notre tête. On a, pas bien loin de là, le bloc des supporters adverses, donc automatiquement des bruits, des chants, des pétards, des fumigènes et autres. Et puis c'était une de nos craintes. Et puis non, ça ne doit pas poser de problème. Normalement, ça doit fonctionner. Ça ne fonctionne pas encore, mais ça devrait fonctionner sous peu. La grande partie du toit a été mise en place, c'est-à-dire avec des panneaux photovoltaïques. Et puis sur cette toiture principale, on a des zones qui ont été aménagées avec, je dirais, une sorte de biotope et puis un aménagement qui permettent à la petite faune, aux insectes de pouvoir se développer. Donc c'est une toiture végétalisée. On a sous nos pieds 40 km en fait, de tuyaux de chauffage. Une particularité ici au stade de la Tuilière, on a une obligation qui a été définie lors de la votation du crédit d'ouvrage, une utilisation maximum de 72 heures. Il faut savoir que pour que le chauffage soit efficace, il faut 48 heures pour que ça soit conforme et atteint. Les 72 heures, c'est en fait les 2 jours plus le jour de match et autres. Donc la saison dernière, on l'a utilisé une fois, donc on a respecté ce qui nous avait été imposé. Il faut savoir encore que cette année, avec les restrictions énergétiques, on a l'obligation de ne pas l'utiliser et on va respecter ça. À Lausanne, le gazon est synthétique. C'est bien autorisé par l'Association suisse de football et même par la FIFA depuis 2004 avec des critères très stricts, notamment en termes de rebond et roulement du ballon. Si les plus importantes compétitions continuent à se dérouler sur un terrain naturel, c'est parce qu'il reste obligatoire dans certains pays pour les clubs de première division, comme en France, en Allemagne et en Angleterre. Mais est-ce que passer au synthétique, c'est mieux pour l'environnement ? J'ai aussi posé la question aux spécialistes des surfaces engazonnées. La différence entre un gazon synthétique et un gazon naturel, c'est un peu la même qu'entre un sapin de Noël naturel et un sapin de Noël en plastique. On est dans deux mondes un petit peu différents. Un terrain synthétique aura moins d'empreinte écologique au niveau de l'entretien, parce qu'on y passe beaucoup moins de machines. Par contre, un terrain de football en gazon synthétique, c'est du polyéthylène, donc des plastiques à base de pétrole et qui viennent depuis très loin. Regardons de plus près de quoi sont composés les gazons synthétiques. Généralement, la première couche est formée de cailloux d'une épaisseur entre 20 et 60 cm. Elle est complétée par un système de drainage afin d'évacuer rapidement l'eau. La couche suivante est très importante. C'est elle qui donne la souplesse au terrain. Elle est souvent à base de biolast, la même matière que celle qu'on utilise aujourd'hui pour recouvrir les places de jeu des enfants. Il est fabriqué le plus souvent à partir de caoutchouc provenant de pneus usagés. On trouve ensuite le support où sont ancrées les touffes d'herbe, puis une fine couche de sable qui assure la stabilité de l'ensemble. Vient alors la partie la plus problématique, la couche de remplissage. Elle permet aux chaussures à crampons de trouver un appui dans le sol. Dans la majorité des cas, elle est composée de petites billes de gomme, souvent du polyéthylène, donc du plastique, issu de la transformation du pétrole. Tout comme d'ailleurs la fibre synthétique qui remplace l'herbe à la surface. Le problème, c'est que ces granulés ont tendance à se faire la malle. Ils sont entraînés avec les eaux de pluie, avec le déblaiement de la neige, ou ils s'accrochent aux vêtements des joueurs. On estime qu'au cours de la durée de vie d'un terrain, environ une quinzaine d'années, il faudra remplacer environ le tiers des granulés. Mais aujourd'hui, de nouvelles matières 100% naturelles commencent à prendre le relais. Là, on se trouve sur un terrain en gazon synthétique avec un remplissage organique. Là, on voit bien entre les fibres qu'on a des granulés de liège qui remplissent le terrain. Donc on essaie d'utiliser ce que la nature nous offre. Donc si ces matériaux-là
partent dans l'environnement, ce qui est le cas, la pollution qu'on appelle au microplastique des gazons synthétiques, c'est la dispersion dans l'environnement des matériaux de remplissage. Ces matériaux-là, effectivement, ne posent pas de problème. Actuellement, toutes les communes de Suisse, toutes les villes s'intéressent au bilan écologique des terrains naturels et des terrains synthétiques. Il y a plein d'études qui sont faites. C'est très difficile d'aller voir un bilan écologique parfaitement clair et rigoureux, parce que ça dépend jusqu'où on va, quelle énergie grise on prend. Je prends l'exemple d'un gazon synthétique. On va prendre la fabrication ou le transport du gazon, la fabrication des fibres, mais tout ce qu'il y a en amont encore derrière ça, et ça va être pris en compte. C'est pour ça que c'est des fois un petit peu difficile où on commence, où on s'arrête. C'est plutôt souvent des choix par défaut. Les communes qui font des gazons synthétiques, c'est souvent une question de place. On n'a pas la place en Suisse ou pas la volonté d'utiliser du terrain construisible ou du terrain agricole pour faire des terrains de football. Alors qu'est-ce qu'on fait? On transforme les terrains naturels qui ont une charge d'utilisation limitée, parce qu'on ne peut pas tout utiliser tous les jours de l'année tout le temps en terre naturelle, parce qu'ils poussent seulement quand il fait beau, et on les transforme en gazons synthétiques pour pouvoir les utiliser de manière beaucoup plus importante. Le marché des gazons synthétiques devrait connaître une vraie révolution. D'abord parce que l'Union européenne a prévu d'interdire les microplastiques de leur composition d'ici 6 ans. À voir si la Suisse suit ou pas ces directives. Et on pourrait aller encore plus loin en se passant complètement de plastique, y compris dans les fibres, ces petites tiges qui remplacent les brins d'herbe. Maintenant apparaissent les premiers gazons synthétiques écologiques, ça veut dire dont les fibres sont plus en plastique, sont faites à base de bactéries. C'est les bactéries qui fabriquent des plastiques, donc où il n'y a plus de produits pétroliers dedans, il n'y a plus que des produits organiques ou des produits à base de bactéries. On devrait avoir dans quelques années, peut-être environ 5 ans, des gazons synthétiques qui sont totalement biologiques et biodégradables. En attendant, faut-il privilégier les terrains naturels? Oui, parce que même s'ils sont naturels, ils posent quand même 3 principaux problèmes d'un point de vue environnemental. Le premier, c'est qu'ils consomment beaucoup d'eau. Pour un terrain en Suisse, il faut compter entre 4 et 6 millions de litres par terrain et par an, l'équivalent de 47 ménages. Le deuxième, c'est qu'ils demandent plus d'entretien, notamment des tontes régulières avec des machines qui tournent au diesel. Cette opération, à elle seule, représente 70% de l'empreinte carbone d'un terrain conventionnel. Finalement, pour assurer un gazon parfait, il faut aussi faire usage d'engrais et de pesticides. Des produits chimiques qui sont entraînés avec la pluie jusque dans les sols et les cours d'eau. Un bilan pas super reluisant et qui ferait presque oublier que les gazons naturels ont aussi des aspects positifs pour le climat. Ça reste une surface végétale qui fait de la photosynthèse toute l'année, contrairement aux arbres qui perdent leurs feuilles, donc il y a une production d'oxygène et surtout une très grande séquestration de CO2 de carbone dans les racines, 2 fois plus que des arbres qu'une forêt. Sans parler que c'est aussi une filtration des eaux qui vont être restituées, ça absorbe le bruit, ça absorbe aussi la lumière. Donc ça on a des bons côtés écologiques d'un gazon, même si c'est vrai qu'au niveau de la biodiversité, c'est assez limité, puisqu'un gazon normal comme un terrain de foot, c'est 2, éventuellement 3 graminées différentes au maximum. Il reste un dernier point à aborder qui doit être pris en considération aujourd'hui dans le choix des gazons, c'est le changement climatique. Il faut savoir une chose importante, un gazon de chez nous, ça pousse entre 6 et 28 degrés. En dessous de 6 degrés, il rentre en dormance hivernale, c'est-à-dire qu'il ne se régénère plus, il ne pousse plus. Au-dessus de 28 degrés, il rentre en dormance estivale. Donc actuellement, c'est un grand défi pour les gens qui entretiennent, on l'a vu avec l'été qu'on a eu, les gazons, c'est qu'on doit trouver des graminées qui résistent mieux à la chaleur pour qu'elles ne vont pas rentrer en dormance quand il va faire 28 degrés, alors qu'il a fait la moitié de l'été, il a fait au-dessus de 30 degrés. Des gazons qui demandent moins d'eau. Donc effectivement, ce changement climatique est un vrai défi actuellement pour les gazons naturels des terrains de football. Impossible d'affirmer aujourd'hui quel type de gazon, naturel ou synthétique, est le mieux pour l'environnement. Parce que ça dépend de très nombreux paramètres. C'est le résultat auquel arrive notamment cette vaste étude commandée par la ville de Zurich. En conclusion de ce rapport de plus de 100 pages, on peut lire « Le facteur le plus important pour l'impact environnemental est le temps d'utilisation annuel ». En clair, ça veut dire que si un terrain synthétique est utilisé très fréquemment, alors il devient plus écologique qu'un terrain naturel. Et pour finir, il est important aussi de faire la distinction entre foot et foot. Il y a d'abord le foot des élites, sur des terrains, comme on l'a vu, qui n'ont rien d'écologique. Mais attention, ces surfaces et leur entretien ne représentent qu'une toute petite part du bilan carbone complet des grandes compétitions sportives. Ce qui pollue le plus et de loin, c'est les déplacements des joueurs et des supporters jusqu'au stade. Pour améliorer la situation, il faut en priorité améliorer l'accès au stade en transport public. De l'autre côté, il y a le foot qu'on pratique dans presque chaque village, le sport d'équipe numéro 1 en Suisse, avec environ 10 000 matchs disputés chaque week-end. Ces infrastructures sont bien moins polluantes que celles des grands stades, mais prises tout ensemble, elles pèsent quand même lourdement sur le climat. Dans cette Suisse toujours plus peuplée, il faut relever aujourd'hui 2 défis. Protéger l'environnement, tout en développant les infrastructures sportives, tous 2 des enjeux importants de santé publique.